Est-ce que ça veut dire qu'on veut couper les coins, en fait, pour pas trop dépenser ou par le fait qu'on veut pas échanger des jeunes? Fait que, pas toujours facile à suivre ce qui se passe avec les Red Sox. Ben, parlez-en de Shane Blum, hein? C'est presque son équipe qu'on voit sur le terrain présentement, là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet. C'est notre premier balado depuis la date limite de transaction. Ce sera un spécial, évidemment, sur ce qui s'est passé au cours de cette journée très occupée. Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Donc, on fera le tour aujourd'hui des équipes là, qui ont bougé, évidemment, en fonction de cette année. Vous comprendrez là, qu'on va peut-être parler un peu moins des White Sox de Chicago et des Rockies du Colorado cette semaine. Donc, Marc, tout de suite, on va commencer avec l'Est américaine, les trois équipes, et avec les Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays, Marc, qui visiblement attendent la venue pour l'attaque là, des blessés. Varsho est revenu. Le Santander, Marc, il n'a même pas commencé à jouer. Il a encore mal à l'épaule. Jiménez, on verra. Est-ce qu'il va apporter quelque chose de plus? Je ne suis pas certain, on pourra en discuter. Mais toujours est-il qu'on a acquis quand même Seranthony Dominguez. C'est un gars qui est capable de lancer fort, tout comme Louis Varland. Plus de profondeur en relève. Oui, exact. Je pense que c'était là que les Blue Jays voulaient se donner un petit peu plus de renforcement. Écoute, moi, j'ai trouvé ça bien. J'aime ce que Hoffman a fait depuis le début de la saison. C'est pas parfait, mais c'est intéressant. Bon, malheureusement, dans le match de dimanche, là, Dominguez a mal paru, tout comme Varland. Fait que ça expose que c'est bien, mais c'est pas parfait. Ça reste que je pense que les Blue Jays ont une meilleure relève, donc une meilleure équipe à la suite de la date limite. Et Bieber qui s'ajoute. Shane Bieber qui, d'ailleurs, a lancé déjà son premier match avec la filiale 3A des Blue Jays. Ça s'est très bien passé. Donc, c'était une 5e sortie, Alain, depuis qu'il est de retour de sa réhabilitation. En fait, en réhabilitation. Alors ça, c'est encourageant. Si jamais Bieber revient, ben je crois que ce sera une rotation peut-être même à 6 à ce moment-là. Ce qui serait correct, compte tenu de l'âge de certains lanceurs des Blue Jays, partant évidemment. Alors, on a comblé des choses, Alain. Rien de spectaculaire. On avait déjà une bonne équipe. Rappelez-vous que c'était important de garder cette chimie d'équipe. On a échangé quelques jeunes. Rodon est parti. Wagner est parti. Moi, je suis content qu'on a gardé Loper Fido. C'est un gars que je pense qu'il a un certain potentiel qui pourrait aussi exploser. Puis la seule chose que je vais dire sur les Blue Jays, Alain, dans le dernier droit, j'espère juste que les jeunes vont pas craquer. C'est une lutte à finir dans cette division-là. Barger, on le sait, on l'aime beaucoup. On l'a découvert davantage cette année. Mais là, dans le dernier droit, là, ça commence à être serré. Clement, qui a joué de façon presque régulière cette année. Des gars comme Nathan Lucas. J'aime beaucoup ce que je vois des Blue Jays à ce niveau-là. J'espère juste qu'on va être en mesure de garder la cadence encore pour les 2 derniers mois de la saison. Oui, mais écoute, je l'ai mentionné souvent, Marc, pendant leur très bonne séquence. Là, on a perdu nos 2 séries au cours de la dernière semaine sans perdre trop de terrain face aux Yankees. D'ailleurs, on va parler des Red Sox tout de suite après parce que c'est eux autres qui sont deuxièmes maintenant dans l'Est américaine. Marc, quelques réflexions sur les Blue Jays. D'abord, Shane Bieber. Disons-le, il y a des bonnes chances qu'on avait des informations privilégiées quant à Bieber dans la haute direction des Blue Jays de Toronto. On arrive de Cleveland, on l'a connu, on sait à qui on a affaire. C'est un coup de dé, Marc, mais un coup de dé peut-être bien calculé. Je dirais ça chez les Blue Jays de Toronto. Quant à Ty France, Marc, je ne sais même pas s'il va finir la saison avec les Blue Jays. Bien franchement, là, je regarde les joueurs qui vont revenir. Je ne sais pas où il va là-dedans. Quand Springer va revenir et Jiménez éventuellement, tu regardes qui tu vas enlever. Excuse, là on a 3 receveurs. On va peut-être survivre au retour de
de Springer, mais je vois pas. Honnêtement, je fais pas wow là, quant à cette acquisition-là. J'ai l'impression que pour avoir Varland, il fallait inclure Ty France. Là. Ben, c'est ça. Ouais. C'est pas mal ça qui s'est passé. Puis je suis d'accord avec toi. Je vois pas. À moins que Ty France ressemble à Ty France des beaux jours avec les Mariners, mais bon. Et même à ça. Tu l'as dit avec le retour de Springer qui va probablement rester majoritairement frappeur de choix. Je vois pas comment Ty France peut rester avec cette équipe-là. On a besoin, Alain, de tout. Tu sais, la polyvalence là, parmi les réservistes, là, elle est importante. Et dans le cas de Ty France, il n'apporte pas nécessairement cet aspect-là. Oui, exact. Marc, on va parler des Red Sox de Boston. Il y a plusieurs partisans des Red Sox au Québec, on le sait, qui ont été déçus. Faut bien le dire. Certains disent que c'est un constat d'échec pour Craig Breslow. Sauf que on vient de balayer les Astros de Houston tout de suite après la période de transaction. Premier dans l'Ouest. Il y avait des blessures du côté des Astros, mais il fallait quand même les gagner, ces 3 matchs-là. Et on a ajouté des bras qui sont capables de lancer des manches. C'est exactement ce qu'on a fait chez les Red Sox de Boston. On ne voulait pas toucher à autre chose. On a des jeunes, on va les laisser grandir à l'intérieur de ce qui était déjà sur place. Puis Marc, force est d'admettre que jusqu'à maintenant, Craig Breslow a gagné son pari. Bon, c'est pas par le fait qu'il n'ait pas essayé. Je pense qu'il a essayé, mais le prix demandé était très élevé peut-être pour ce que les Red Sox voulaient faire. Puis comme tu l'as dit, on fait confiance à des jeunes. On n'ira pas les échanger là, pour aller chercher un vétéran ou deux. Et parfois, la transaction que tu ne fais pas, Alain, c'est peut-être la meilleure. C'est peut-être ce qui s'est passé dans le cas des Red Sox de Boston. Puis, je trouve que la façon dont les jeunes ont répondu face aux Astros, c'est exactement ça que tu voulais. Tu sais, tu veux des jeunes qui disent, regarde, personne ne croit en nous à la suite de la transaction de Raphaël Devers. On est trop jeunes, on va leur prouver. Un peu ce que les Marlins sont en train de faire dans la nationale, là, dans l'impression qu'une attitude qui s'est installée à travers cette équipe-là pour dire, bon, mais regarde, personne ne croit vraiment en nous. Et là, soudainement, on va de l'avant. Donc, c'est un peu la même chose qu'avec les Blue Jays. Il y a encore plus de jeunes du côté des Red Sox. Est-ce qu'on est capable de garder une certaine cadence? Est-ce qu'on est capable de garder ce rythme-là pendant un petit bout de temps? Il y a des belles choses quand même avec les Red Sox. Oui, je comprends la frustration des partisans, mais ça reste que c'est une bonne équipe sur le terrain présentement. Puis t'as un as lanceur. C'est sûr qu'en relève, c'est un peu mince. C'est un peu fragile. Oui. Compte tenu de tout ce que certaines autres équipes ont fait à cette position-là. Là, mais moi, Alain, je te le dis, là, je sais que des fois, j'insiste un peu là-dessus, mais la synergie d'équipe, puis le fait qu'on dise, hey, là, on embarque, là, on rame dans le même sens, ça peut amener des choses intéressantes. Puis d'ailleurs, tu en as parlé tantôt, mais ce sont les Red Sox qui sont en 2e place. On a devancé les Yankees de New York dans la division Est. Donc, on fait quand même les choses de la bonne manière là, du côté des Red Sox, même si... parce que, est-ce que les Red Sox, Alain, est-ce que c'est un gros marché ou c'est pas un gros marché? Parfois, là, je me pose la question par rapport à ce que la haute direction fait. T'as l'impression que parfois, OK, ben là, on se lâche lousse, puis là, parfois, t'as l'impression de dire, ben non, là, on veut pas trop dépenser parce que l'argent que tu as économisé avec Raphaël Devers, là, t'en as économisé pas mal. On aurait pu prendre cet argent-là pour justement aller, chercher un gros contrat. Mais on l'a pas fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on veut couper les coins, en fait, pour pas trop dépenser ou par le fait qu'on veut pas échanger des jeunes? Fait que, pas toujours facile à suivre ce qui se passe avec les Red Sox. Ben, parlez-en de Shane Blum, hein? C'est presque son équipe qu'on voit sur le terrain présentement, là. Oui, il y a eu des transactions, mais on s'est servi de ce que Shane Blum a accompli quand même avec ce mandat-là, de couper et de refaire le réseau de filiales. Rappelle-toi, Marc, quand tu as pris le réseau de filiales en main, là, oh, monsieur, on était dans les bas-fonds du baseball majeur là, dans le réseau de filiales, puis tu vois, au début de 2025, on avait 3 gars dans le top 10. Ça n'arrive pas souvent, ça. Les Yankees. Là, Marc, il y a plein de choses qu'on peut dire sur les Yankees de New York. Là. Ça a été un week-end épouvantable. Tu sais, tu n'as pas de deuxième chance de faire une première impression, Marc, et dans le cas des 3 nouveaux lanceurs puis de José Caballero, ça a été vraiment un désastre vendredi à Miami. Juste faire un petit résumé, là, les 3 nouveaux releveurs qu'on a acquis,
des releveurs de premier plan, principalement Bednar et Doval, qui étaient le releveur numéro 1 chacun de leur côté dans leur équipe, et Jake Bird avec Colorado, qui avait malheureusement pas beaucoup de victoires à protéger de ce côté. Mais, et Caballero, les 3 releveurs ont accordé 9 points, et Caballero a commis une erreur qui était fort coûteuse dans une défaite. En fait, cette défaite-là a pavé la voie à un balayage en règle de la part des Marlins. Au-delà de ça, oui, on a acheté des bras. On s'en doutait un peu chez les Yankees de New York. On a ajouté un frappeur droitier. C'est pas négligeable, Mark. Austin Slater, on l'avait dit quand Judge est tombé, que cette équipe-là peut-être pourrait être plus vulnérable face aux lanceurs gauchers. Donc, Slater vient combler en partie cette lacune. On a ajouté aussi, pour la même raison, Ahmed Rosario. Mais Marc, il faut mieux jouer que ça sur le terrain. Oui, écoute, en fait, la direction baseball a fait son travail. On avait besoin d'aide au monticule. Je sais que ça a mal paru dans le premier match. Tu as tout à fait raison. Là. Ça a même été désastreux. Puis ça a pavé la voie, effectivement, un balayage des Marlins par la suite. Mais Alain, on joue pas du bon baseball. On commet des erreurs physiques, des erreurs mentales. Là, il y a le jeu de Jazz Chisholm qui s'est fait prendre là, sur un faible ballon au deuxième but. Je vais défendre un peu Chisholm là-dessus. Je dis un peu parce que on a bien fait les choses chez les Marlins. On a fait une feinte de laisser tomber la balle, puis finalement, on a remis celle-ci au premier but. Alors, c'est pas une excuse. Chisholm doit être quand même. C'est pas que Chisholm, Alain, il dormait, là. C'est pas que Chisholm est parti à courir puis il pensait qu'il y avait 2 retraits ou que. C'est juste que Chisholm anticipait que peut-être qu'il allait laisser tomber la balle. Et malgré que tu anticipes qu'il laisse tomber la balle, il faut quand même que tu t'assures d'être assez près du coussin pour réagir. Mais ça expose davantage quand même, Alain, les problèmes des Yankees. Écoute, ça en est, je dirais pas gênant, là, mais c'est du baseball majeur, Alain. Ce sont normalement les meilleurs au monde. Oui, tu peux frapper des circuits. Oui, tu peux retirer des frappeurs sur des prises. Mais il y a plein d'aspects du baseball, Alain, qui te font mal paraître. Les courses sur les buts sont atroces. Les prises de décision lancées au mauvais but, c'est constant. Et puis les erreurs de base. Et quand je dis des erreurs de base, ça, c'est des roulants où, soudainement, qui sont... Tu sais, des roulants, on attrape la balle, mais les relais au premier but sont complètement, soit hors cible ou trop à court. On expose Bird au premier but. Plusieurs fois, il y a des relais de Volpe. J'excuse pas Volpe, là, mais on n'est pas capable de scooper, là, excusez l'expression, là, mais au premier coussin. Fait que tout ça, là, mis ensemble, là, ça fait que ça fait beaucoup de choses à améliorer. On joue pas proprement, là, c'est du côté des Yankees. Puis ça, Alain, la responsabilité vient aux joueurs, mais il faut que le gérant embarque là-dedans. Là. Faut qu'à un moment donné, il y ait un message qui passe, qui dise on va perdre des matchs, là, mais il faut pas donner des matchs comme on l'a fait là, du côté des Yankees. Récemment, là, on peut en compter plusieurs où les Yankees ont carrément donné le match à l'adversaire par leur propre faute, là, par leur propre mauvais jeu ou mauvaise décision. Donc, et c'est pas facile à regarder. Écoute, j'ose croire que ça va rebondir, mais je veux dire, c'est un gros message que les Marlins ont lancé en disant, regardez, si vous jouez pas comme du monde, là, on va vous battre. Là. Puis là, les Yankees sont très vulnérables actuellement. Moi, je serais quand même inquiet là, si j'étais partisan des Yankees. Marc, de loin, il me semble, moi, de ce qu'on voit d'Aaron Boone, depuis qu'il est là, on le dit proche de ses joueurs, mais est-ce qu'il surprotège ses joueurs? Là, on ne sait pas ce qui se passe entre 4 murs, là, puis, mais de loin, là, puis moi, je me rappelle d'un incident quand Josh Donaldson était là, les journalistes lui avaient demandé qu'est-ce que tu fais? Donaldson n'a pas couru sur un roulant sur lequel on avait jonglé, il aurait pu être sauf, et Boone s'était obstiné à défendre et Donaldson et ses joueurs, disant les gars travaillent, c'est pas une préoccupation pour moi. Les gars sont professionnels, mais Marc, il me semble que ce genre de choses arrive trop souvent. Et c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'à tes yeux, il te semble que Aaron Boone surprotège un peu ses joueurs? Là, puis c'est comme s'il n'y avait pas de sens de responsabilité de la part des joueurs. Là. Ouais, vous savez, Aaron Boone, les médias sont après lui tout le temps. Évidemment, tout ce qui sort de sa bouche va être analysé. Donc, il est très prudent à ce niveau-là. Mais froidement, oui, la réponse c'est oui. Il les surprotège. Il faut leur mettre un peu de responsabilité, Alain, entre les mains des
des joueurs. Puis hier, pas hier, oui, c'est avant-hier, en fait, avant-hier, on va se le dire, c'est samedi, là, samedi, là, lorsque Chisholm a commis sa bourbe au premier coussin. On a vu des images de Boone qui est allé parler de façon assez, agressive à son instructeur au premier but. Ça se passait dans l'abri. Donc, je ne sais pas si Boone n'était pas content de ce que Chisholm a fait ou l'explication que l'instructeur au premier but a donnée. Mais chose certaine, ça avait l'air que Boone mettait la responsabilité du retrait sur son instructeur. Et lorsqu'on commence à s'obstiner, Alain, devant public, devant caméra, c'est jamais très bon, ça. Puis je sais qu'on a vu aussi Aaron Boone quitter l'abri avec Chisholm pour probablement jaser de ça aussi, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais tout est exposé présentement, puis c'est sûr que le leadership de Boone va être mis en question, Alain. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas la première fois qu'on en parle. Mais là, avec les attentes, avec les transactions, les gestes posés, là, il n'y a pas d'excuse. Et la responsabilité de la façon dont on joue sur le terrain, quand je dis de jouer proprement ou de jouer de façon comme les Yankees ont joué récemment, ça revient à la responsabilité du gérant. Donc là, je dis pas qu'on est à la croisée des chemins, mais il va falloir vraiment démontrer là, qu'on est capable de jouer du meilleur baseball dans les prochaines semaines. Oui. Ben écoute, moi je pense que ça revient aux joueurs sur place, mais le retour de Judge est extrêmement important. Marc, c'est pas la même équipe quand il n'est pas là. Et il va y avoir des défis. Qu'est-ce qu'on va faire avec Stanton et tout ça? Si Stanton joue au champ extérieur, regarde, votre tueur de centre va avoir plus d'ouvrage, ça c'est sûr. Mais du côté des Yankees de New York, le Louis Gill est revenu. On a laissé aller Stroman. Ça fait 2 vétérans, Marc, qu'on laisse aller en cours de saison. Donc, beaucoup de dollars qu'on gaspille. Je parle de DJ LeMahieu, évidemment, et Stroman. Il y a des décisions au deuxième étage qui sont pas parfaites, Marc, non plus. Là. Brian Cashman, il y en a qui pensent qu'Aaron Boone est sur la sellette, que Cashman pourrait l'être. Écoute, on sait, c'est la stabilité dans cette organisation-là. C'est ce qu'on voulait au niveau de la direction baseball et sur le terrain. Mais c'est sûr qu'en jouant de la sorte ou en prenant des décisions de la sorte, tu sais, le contrat de DJ LeMahieu, on aurait pu leur dire avant même qu'il appose sa signature. Dans le cas de Stroman, c'était un bras de qualité à l'époque. Et là, évidemment, il a ralenti, il devient vulnérable, surtout à lancer à domicile. Bon, c'est une décision aussi là, qui fait mal paraître. Mais oui, tu as raison. Mais écoute, c'est pas une science exacte, Alain, hein? On le sait, là, tout ce qui se passe. Mais là, les Yankees, une équipe qui, évidemment, qu'on suit davantage. La population en général regarde ce qui se passe avec les Yankees davantage. Donc, c'est sûr que des décisions, parfois, de la sorte, prennent un petit peu plus de place dans les médias que d'autres équipes. Mais écoute, regarde, ça se joue sur le terrain. On a beau prendre toutes sortes de décisions. Tu sais, Alain, tu l'as dit, les joueurs doivent être plus responsables. Puis là, s'il y a un leader à travers cette équipe-là, est-ce que c'est Aaron Boone à l'intérieur du vestiaire? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais il va falloir être pas mal plus serré que ça, plus resserré, en fait, l'aspect baseball. Puis Alain, ce qui me déçoit dans tout ça, c'est qu'on a perdu une série mondiale, pas plus tard l'année dernière, en raison de jouer, tu sais, de façon, on va employer l'expression en anglais, là, mais sloppy, là. Alors là, il va falloir resserrer tout ça là, pour les Yankees, sinon on va tomber dans le même panneau, là. Oui, ce qui est quand même ironique, on va terminer les Yankees avec ça, Marc, qui est quand même ironique. Oui, on parle de stabilité. Mais quand on parle de la famille Steinbrenner et on parle du père, il n'y en avait pas de stabilité, mais on gagnait. C'est ça que les nostalgiques vont vous dire. Mais regarde, c'était une autre période. Marc, on va terminer avec les Mariners de Seattle, tout simplement parce que le joueur de position dont on parlait le plus, c'est Eugenio Suarez. Suarez se retrouve avec Seattle et là, avec l'acquisition de Suarez et de Naylor, on vient de se positionner favorablement, pas seulement pour faire les séries, mais peut-être même pour dépenser les Astros de Houston éventuellement. Écoute, Alain, moi, si tu me demandes quelle équipe dans la Ligue américaine là, qui, disons, a changé le portrait un peu ou s'est amélioré davantage avec la date limite, ce sont les Mariners. Absolument, ils sont allés... Moi, ce que j'aime dans ce cas-là, rappelle-toi lorsqu'ils avaient laissé aller justement les Teoscar Hernandez à un moment donné, puis les Suarez étaient partis, puis on se disait, mais qui va frapper? Qui va produire des points du côté des Mariners?
Fait que là, on a mis notre ego de côté, puis on est allé rechercher Suarez pour bien comprendre qu'on avait besoin d'appui à Cal Raleigh et à Julio Rodriguez. Et c'est une bien meilleure équipe avec l'acquisition des deux joueurs de position que tu as mentionné. Chapeau aux Mariners. Là, ils sont équipés, Alain. Là, maintenant, là, faut... parce que la fenêtre des lanceurs, la qualité des lanceurs partants, elle va se refermer à un moment donné. Alors, c'est maintenant que ça se passe. Et je trouve que là, Seattle est équipé pour veiller tard, certainement pour lutter avec les Astros jusqu'à la fin. Oui, tout à fait d'accord. Voilà ce qui complète ce premier segment de ce balado. C'est le temps de la question de la semaine qui est présenté par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. C'est bien simple. Êtes-vous satisfait, vous, des transactions complétées par les Blue Jays de Toronto? Envoyez-nous vos commentaires. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Directement aussi sur notre site comptecomplet.com. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Allez, on va prendre quelques instants pour souligner nos partenaires de ce balado et j'ai la casquette des Capitales de Québec. On les remercie. D'ailleurs, les Capitales qui continuent de donner tout un spectacle. Je ne sais pas si tu as vu les images de Patrick Scalabrini qui a donné un petit spectacle suite à une décision de l'arbitre. Mais tout ça pour dire que c'est les Capitales. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir un match d'ici la fin de la saison. Et dépêchez-vous parce qu'il y a beaucoup de matchs à guichet fermé. Et Plan de match, évidemment, notre grand partenaire. Plan de match qu'on remercie. Deux adresses, une à Boucherville, l'autre qui est à Jonquière. À Boucherville, évidemment, cage de frappeur, boutique, évidemment, pour tous vos besoins. Cours privé également. Et allez à leur boutique en ligne, qui est boutiqueplandematch.com. On les remercie, évidemment, de supporter notre balado contre. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur nos partenaires ou la façon de nous regarder ou nous écouter, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. Marc, on va faire le tour de la Ligue nationale et on va commencer avec les Padres de San Diego. Selon plusieurs, ils ont volé le show avec plusieurs acquisitions. Marc, avec les A's d'Oakland, on est allé chercher Mason Miller. JP Sears, je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est un bras de qualité. Et d'ailleurs, Marc, ça m'a surpris, Randy Vasquez a été cédé dans les ligues mineures du côté des Padres de San Diego. Il faut dire aussi que Nestor Cortés revient. Je ne sais pas si ça peut être lié aussi chez les Padres. On a acquis un receveur. On a payé cher, Marc, on pourra y revenir. Ça fait longtemps qu'on a des problèmes derrière le marbre. On pense que Freddie Fermin va régler le problème. Et on a mis la main sur Ryan O'Hearn et Ramon Laureano, les deux des Orioles de Baltimore. Dans le cas de O'Hearn, ça me surprend parce qu'on a déjà quelqu'un avec le même profil, avec Gavin Sheets. Mais toujours est-il qu'on a quand même un bâton de qualité de plus chez les Padres. Donc, Marc, pour 2025, tout est beau pour les Padres. On vise cette année. On en parlera en 2028 de quoi aura l'air cette organisation-là parce que, écoute, depuis 2-3 ans, le réseau de filiales des Padres, on s'en est servi. Et généralement, c'est annonciateur de quelques années difficiles par la suite, mais là, on parle de 2025. Oui, c'est un peu ça. Tu sais, il y a eu un changement de propriétaire. Malheureusement, le propriétaire qui est décédé. Ça a changé peut-être un peu la donne, mais la fenêtre, c'est maintenant. Avec ce que Machado fait, ce que Tatis fait, on a l'impression qu'on veut y aller le tout pour le tout. On sent un petit peu aussi les Dodgers un petit peu plus vulnérables. Hein? Pas une saison parfaite de la part d'un Freddie Freeman qui prend un petit peu d'âge. Le retour d'Ohtani au monticule, c'est pas encore hyper convaincant. C'est une bonne équipe, là. Tous les blessés du côté des Dodgers. Mais j'ai l'impression qu'on a cette fenêtre-là, puis on veut y aller. Alors, si on a parlé des Mariners dans l'américaine, Alain, qui s'était nettement amélioré, il faut parler des Padres dans la nationale. Tu ajoutes un Mason Miller alors que tu avais déjà ton releveur numéro 1 en Suarez, là, soudainement, tu viens solidifier. Tu avais aussi Jason Adams qui connaît une saison remarquable, qui prépare la table en 7e manche. Alors là, tu te ramasses avec un trio de joueurs en fin de rencontre. Je ne sais pas à quel point, j'ouvre une petite parenthèse, Alain, mais je ne sais pas à quel point l'influence des Royals de Kansas City. Il y a, 2015, Alain, rappelle-toi, là, le fameux trio de releveurs. C'est un peu les Royals qui avaient parti
qui avait parti cette façon de faire. Donne-nous 5-6 manches comme partant, puis après ça, là, on amène notre trio de releveurs, puis on fermait les livres pratiquement après la 6e manche. Mm-hmm. Tu regardes ce que les Mets ont fait, ce que les Padres viennent de faire, ce que les Phillies ont fait, bon, même les Yankees à la limite. Donc, tu vois qu'on s'est équipé beaucoup. En tout cas, si on a une chose à retenir de la quarantaine de transactions qu'il y a eu à la date limite, c'est que c'est que les releveurs ont quand même, été la grande vedette, si vous voulez, de tout ça. Ouais. Mais moi j'aime ce que les Padres ont fait, puis tu fais bien de mentionner qu'enfin, on a peut-être un receveur qui va te donner autant une efficacité en défense. Ça m'a d'ailleurs surpris que les Royals le laissent partir. Personnellement, là, j'ai trouvé ça surprenant, le contenu de où les Royals se situent dans tout ça, mais ça reste que les Padres ont effectivement donné beaucoup, donc c'était peut-être trop attrayant pour les Royals de se dire, on peut pas laisser passer une telle occasion. Mais moi, j'aime ce que je vois, Alain, puis je vais te dire, là, c'est une équipe qui était surveillée dans le dernier droit, ce sont les Padres de San Diego, du côté de la Ligue nationale. Oui, mais écoute, Marc, ta question, elle est pertinente, là, puis la réponse, c'est presque toujours la même. C'est que tu regardes le réseau de filiales, puis du côté de Kansas City, leurs 2 premiers prospects évoluent où? Au poste de receveur, puis il y en a un qui est au niveau 3A. Généralement, Marc, la réponse est presque toujours là. Comment ça se fait qu'on a échangé ce gars-là? Ben oui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt. Regarde, Yadier Molina, tu te rappelles, Marc, on avait Ivan Herrera. Ça a peut-être pris une couple d'années de plus que prévu avant qu'il se distingue, mais on avait déjà ce gars-là qui était prêt. Tu sais, Alain, je sais qu'on va en parler dans le 3e bloc, mais c'est parce que le prospect... Tu sais, qui devait remplacer Buster Posey à San Francisco? Monsieur Joey Bart. Bon, alors, tu sais, puis lui, c'était sûr, là, je veux dire, il allait devenir une vedette, puis c'était plus difficile. Donc, tu sais, il faut faire... Je comprends ce que tu me dis, absolument, tu as raison, là. Puis, tu regardes ce que Raymond Anthony fait avec les Red Sox, ça va très bien, puis tu sais, ça sera pas... Il n'y aura pas tant de misère que ça, mais il n'y a rien d'assuré. C'est ce que je veux dire dans cette prise de décision-là. On est conscient que lui va être bon, mais c'est pas une science exacte. Non. D'ailleurs, on aura quelques exemples en fin de balado là, pour illustrer ce que tu viens de dire. Marc, on va rester dans l'Ouest. Juste parler brièvement des Dodgers. Ils n'ont pas bougé beaucoup. Là aussi, un peu comme les Blue Jays, on attend le retour de quelques joueurs. Blake Snell est revenu en fin de semaine. Il avait de l'étoffe, Marc. C'est buté, il a perdu. Les Dodgers ont perdu ce match-là contre les Rays, mais les Dodgers ont quand même gagné cette série-là. On n'a pas beaucoup frappé dans l'ensemble face aux Rays, qui même avec quelques transactions sont coriaces, mais du côté des Dodgers, c'est un peu ça, Marc. Donc, on va se fier aux 2 recrues qu'on a montées, Freeland en attendant le retour de Muncy et Rushing pour aider un petit peu Barnes, pour aider le bas de la formation. C'est un peu ce qu'on voulait chez les Dodgers. On s'est dit, on les a, les éléments sur place, on ne bousculera pas tout. Là. C'est exactement ça. Exactement ça, Alain. On va se fier à ce que les joueurs reviennent tranquillement, pas vite. On joue quand même pas mal. Tu as parlé qu'on a gagné la série face aux Rays. Il y a quand même quelques petits points d'interrogation. Moi, je regarde la saison de Mookie Betts, Alain. C'est nettement en deçà de ce que Betts est capable de donner. Il reste encore du temps. Semble-t-il qu'il est en santé, donc on espère. Il y a beaucoup de espère chez les Dodgers. On espère le retour d'eux. On espère lorsqu'ils seront de retour on espère que Mookie Betts soit un peu meilleur. Mais l'âge peut rattraper un petit peu les Dodgers aussi, Alain. Puis il faut pas oublier là qu'on s'est rendu en Série mondiale l'année passée. On a joué plus de baseball que la majorité des équipes. Ça aussi, ça peut avoir un effet éventuellement, surtout lorsque on a des joueurs un petit peu plus âgés. Mais si moindrement, là, les gars qui reviennent jouent à la hauteur de ce qu'ils sont capables, les Dodgers vont être en bonne position à la fin de la saison. Exact. Bon, centrale de la nationale, Marc. Il y a peut-être les Cubs qui avaient plus de moyens que les autres équipes. Donc, on est allé chercher 3 lanceurs et 1 joueur d'utilité de luxe. Je veux juste le préciser. On parle de Willie Castro. On est allé chercher une paire de jambes aussi. On n'était pas si rapide que ça chez des Cubs. On court bien. On a des gars comme Nico Horner, Swanson, Crow Armstrong. C'est peut-être celui qui se démarque, mais on avait peut-être besoin d'un peu plus que ça. Et Willie Castro vient donner cet élément-là. Et parmi les 3 lanceurs qu'on a acquis, moi, j'ai l'impression que Soroka est celui qui pourrait avoir le plus
d'impact sur le personnel de lanceurs des Cubs de Chicago? Ben, écoute, ça reste à voir. Hein. Je veux dire, son début de carrière est extraordinaire hein, pour Soroka. Ouais. Puis malheureusement, c'est deux blessures là, qui ont retardé sa progression. Mais le talent est là. Le talent est là. Changement d'air, changement d'organisation, on se retrouve dans un contexte bien différent là, avec les Cubs. Donc ça peut effectivement donner beaucoup de vie à ce gars-là. Ben, tu sais, les Cubs avaient déjà une bonne équipe. Il n'y avait pas énormément de trous dans leur formation. Je parle de 8 joueurs. Là. Je vais dire 8 là, pour pas... Mais c'était pas évident. Alors, certains disent, ben au contraire, là, est-ce qu'on va on gardera peut-être pas Tucker, il faudrait mettre toute la gomme. Il y a un bel esprit d'équipe, il y a une belle synergie chez les Cubs de Chicago. Si c'était pas des Brewers qui, mon Dieu, surprennent tout le monde. Les Cubs sont vraiment en bonne position. D'ailleurs, dans la Ligue nationale, Alain, dire une chose, là, je dirais pas que c'est presque réglé des équipes qui vont faire les séries, là, mais on a vraiment là, des équipes qui se surpassent un petit peu plus que les autres. Alors, en tout cas, je sais pas quel genre de course qu'on aura d'ici la fin de l'année. Mais moi, c'est une équipe qui sera surveillée. J'aime ce que je vois. Je sais pas si on va garder Shaw troisième, mais je trouve que c'est beaucoup amélioré depuis son deuxième séjour avec l'équipe. T'as une couple de gars d'expérience, une ligne de centre extraordinaire défensivement du côté des Cubs. T'as un Tucker qui répond exactement aux attentes. Alors, on a une bonne équipe là, à Chicago. Là. Oui, Milwaukee, c'est un peu cosmétique ce qu'on a fait, Marc. Là aussi, on s'est fié aux joueurs qu'on a sur place. Et peut-être, en fait, la meilleure acquisition, c'est Andrew Vaughn des White Sox de Chicago. Tu as donné Aaron Civale pour avoir quelqu'un qui est un haut choix au repêchage, très, très haut, qui a peut-être et même probablement gradué un peu tôt. Mais là, il est en train de frapper, Marc, comme un choix de première ronde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est genre, tu sais, ils n'ont pas bougé tant que ça, les Brewers, mais, mais Andrew Vaughn, c'est un bon... on a lancé les dés, puis on a tombé sur le 6, là, on a l'impression, là, du côté d'Andrew Vaughn. Écoute, Pat Murphy fait un travail extraordinaire. Là, il y a une blessure importante à Jackson Chourio. Et Alain, j'aime beaucoup les Brewers. Mais s'il y a un aspect qui est un peu plus peut-être difficile, c'est la profondeur. Et là, tu perds un Chourio pour un bon bout de temps. Là. En tout cas, ça peut être dangereux à ce niveau-là. Mais quelle saison déjà! C'est remarquable ce qu'ils ont fait. Quand tu parles de jouer en équipe, tu sais, les Brewers, sans dire qu'ils me font penser aux Rays, mais tu sais, ils sont toujours sous le radar. Puis là, même s'ils gagnent année après année, on a l'impression qu'on les mettra pas en série parce que c'est pas sexy tout le temps, là, mais ils prennent des bonnes décisions baseball, Alain. Cette équipe-là, là, cette organisation-là, tu as l'impression, tu sais, que on fait nos devoirs. On fait nos devoirs, puis en faisant nos devoirs, j'ai toujours dit, Alain, ça joue comme c'est bien mené, c'est structuré, on communique bien. Murphy a poursuivi une belle tradition qu'il y avait déjà là-bas, puis regarde, on a le succès qu'on mérite, selon moi, là. Oui. Rapidement, chez les Reds, Marc, on veut ramener Ke'Bryan Hayes avec un petit peu plus d'attaque. Pas besoin d'être au niveau, juste un petit peu en bas, t'es correct, tellement son gant au troisième but. Et c'est le meilleur du baseball majeur. C'est pas compliqué là, depuis 5 ans. Et on a ajouté, Marc, un lanceur de qualité comme partant. C'est pas négligeable. Zach Littell, qu'on a obtenu des Rays de Tampa. Donc, du côté de Cincinnati, on a fait ce qu'on a pu. Mets et Phillies. Marc, on a fait de chaque côté, on a comblé un besoin qui était à peu près semblable, quoique c'est plus précis du côté des Phillies. Releveur numéro 1 et voltigeur de centre qui est capable de frapper de la droite. On a eu exactement ce qu'on cherchait chez les Phillies. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Pas surpris de voir Dombrowski aller chercher un gars qui lance très, très, très fort en fin de rencontre. Duran va faire un travail exceptionnel. D'ailleurs, ses 2 premières sorties, il a été impeccable, spectaculaire. La lumière, c'est spectacle à Philadelphie, c'est parfait. Et Bader, moi, je trouve que c'est ça se marie bien avec l'équipe. Ça n'a pas été nécessairement facile pour lui là, lors de ses premiers matchs, mais c'est le genre de gars qui va te donner un bon rendement. C'est un gars qui aime avoir les réflecteurs sur lui, puis c'est correct. Bon en défense, peut faire vraiment un travail honnête. Écoute, ça peut pas être pire que du rendement qu'on avait en attaque au niveau du voltigeur de centre chez les Phillies de Philadelphie.
Et les Mets, ben écoute, on sait, les Mets, là, c'est vraiment, là, donnez-nous 6 manches ou 5 manches et demie, puis on va donner ça à la relève. Ouais. Écoute, c'est des équipes qui dépensent, c'est des équipes qui vont bien, il y a des bonnes saisons, de bons joueurs, donc il faut y aller cette année. Puis là, ben, on est en train de s'équiper pour veiller tard. Puis quand je dis veiller tard, c'est pas juste d'avoir une bonne équipe pour finir la saison, Alain. C'est de survivre en série. C'est être capable de traverser les séries. Ça, c'est 2 choses différentes. Et là, la façon dont les Mets ont réagi, ben, on veut certainement pas tomber dans le vide avec nos releveurs et de fin de match. Alors là, ben, Edwin Diaz n'est plus seul à couvrir là, la 9e manche. Il va y avoir des gars qui sont capables de faire le travail. Oui, écoute, Cedric Mullins, Marc, vite, moi, je fais un parallèle avec Ryan McMahon. C'est un gars qui a produit dans des environnements qui favorisaient les frappeurs. Alors, Mark McMahon, tu vas me dire, il se retrouve au Yankee Stadium. Regarde, au Colorado, c'est autre chose. On est dans une autre ligue au Colorado. Puis Mullins, Marc, avait été très affecté par les changements de configuration du stade de Camden Yards. On était revenu à quelque chose qui est plus proche d'il y a 2 ans. D'ailleurs, je suis pas sûr que les Orioles ne le regrettent pas aujourd'hui. Mais, tu sais, Mullins, c'est ça. J'ai hâte de voir si, dans le cas de Mullins, comme dans le cas de McMahon, si on va être capable de sortir de ce carcan-là, là, de ce que a procuré le stade local depuis le début de leur carrière. Oui, ben écoute, c'est un excellent point que tu soulignes. Mullins, écoute, c'est un bon joueur, très bon joueur, mais les allées au Citi Field sont à l'infini, t'as l'impression. Là, donc, écoute, on amène quand même, c'est un excellent joueur en défense. Tu vas me dire qu'on en avait déjà un, mais bon, il amène une dimension vitesse aussi qui est l'expérience. Il y a un paquet de facteurs qui sont intéressants, mais c'est sûr que ça va être à surveiller, Alain. Tu fais bien de le mentionner. Juste en passant, pour revenir, je sais qu'on en a parlé rapidement tantôt, mais Ryan O'Hearn, là, ça passe un peu sous le radar, mais moi, je pense que ça peut être un gars bien important en fin de saison pour les Padres de San Diego. Oui, mais écoute, il y avait une très, très bonne saison. C'est un bon frappeur. Les Orioles l'avaient récupéré pour une bouchée de pain là, des Royals de Kansas City. Donc, oui, effectivement. Ben, en fait, on a beaucoup de profondeur maintenant chez les Padres. Ça, c'est clair. Écoutez, les Mets de New York puis les Phillies, moi, je trouve les deux ont fait... Tu parlais de besoin. C'est ce qu'on a fait. On avait les moyens. On s'est donné. Maintenant, c'est une lutte à finir entre les deux. Puis comme tu disais, dans l'ensemble de la nationale, il y a peut-être les Reds qui pourraient mêler des cartes. Il reste encore 2 séries contre et les Brewers et les Cubs. Bon. Donc, il faudrait que quelqu'un tombe en pleine face, on va dire les vraies choses, pour que les Reds passent. Mais regarde, on a du talent de ce côté. Il s'agit de gagner nos séries. Regarde, les Marlins, c'est ce qu'ils font depuis à peu près 6 semaines. Là, c'est 6 séries de suite qu'ils gagnent. Là. Donc, puis ils jouent pour 500 maintenant. Je croise les doigts. On regarde les Tigers l'année passée. Peut-être qu'on pourra répéter d'exploit. C'est le temps de la carte de la semaine. Une présentation de cartes d'union dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote de satisfaction parfaite de 100%. On arrête notre dévolu aujourd'hui sur un Québécois qui a joué en 60 et 62. La carte recrue de Georges Maranda. C'est la carte de la série Topps numéro 479. C'est sa seule carte connue au niveau majeur. Il y en a 3 autres dans les rangs mineurs dans les années 60. Cette série compte au total 572 cartes au total. Georges Maranda, Marc, a joué 2 ans dans le baseball majeur. C'est un gars de la région de Québec. Je soupçonne que tu l'as peut-être déjà rencontré. Absolument. Bon, c'est ce que je pensais. Donc, originaire de Lévis, a joué avec San Francisco 17 matchs en 1960 et 2 ans plus tard avec les Twins du Minnesota. Qui venait de déménager pas longtemps avant de Washington. Ça, c'est peut-être un des dossiers les plus rocambolesques de l'histoire de la Ligue américaine. Marc, je ne sais pas si tu connais l'histoire, là, mais Washington avait perdu son équipe, avait déménagé au Minnesota et la Ligue américaine avait donné une équipe d'expansion à Washington pour la remplacer. Tu es en train de me dire que Washington, là, disons qu'ils ont eu plus qu'une chance. Là. Ils ont eu 3 chances. C'est pas compliqué, là. Ils ont eu 3 chances. La ville de Washington. Puis l'autre, évidemment, c'était dans les années 70 lorsqu'on a déménagé au Texas. Donc, Georges Maranda, qui a fait partie de ces multiples Québécois qui ont joué dans le baseball professionnel. Georges Maranda, qui lui s'est rendu dans le baseball majeur, San Francisco et les Twins.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Nous vous invitons à la lecture principalement pour les jeunes avec la série de notre ami Bob McDuff, Baseball Bob. Évidemment, le thème principal, c'est le baseball, mais c'est une excellente occasion de faire aller votre imagination par la lecture. On sait que la littérature sportive au Québec s'est amplifiée au fil des années. Et pour les jeunes, c'est une excellente occasion pour les jeunes d'associer baseball, lecture, imagination, etc. D'ailleurs, notre ami Bob Metcalf, au cours des dernières semaines, a lancé la 4e édition de sa collection. On vous invite évidemment à aller sur son site internet baseballbob.ca. Le titre de son 4e livre, Baseball Bob et le chant des tournesols. Notre profil, Chris Bassitt des Blue Jays de Toronto. Marc, c'est un gars de l'université de Akron. C'est en Ohio. Il avait été un choix de 16e ronde des White Sox de Chicago en 2011. C'est donc sa 15e année chez les professionnels. Et avant qu'il soit un partant régulier au sein d'une équipe, Marc, il avait 30 ans quand c'est arrivé avec les A's d'Oakland. Et depuis 2019, il a remporté au moins 10 victoires dans chacune de ses saisons, à l'exception, tu comprends, de la saison 2020. Ce qu'il aurait fait, il avait déjà 5 victoires dans une saison de 60 matchs. On extrapole, puis on peut facilement penser que Chris Bassitt se serait rendu à au moins 10 victoires au cours de cette saison. C'est pas un mince exploit, Marc, pour quelqu'un qui a été repêché aussi tardivement. Un gars qui a constamment tenté d'évoluer au cours de sa carrière, avec une panoplie de tirs, un des lanceurs, Marc, qui lui-même décide du tir qu'il va effectuer. Quand même une façon de faire exceptionnelle dans le camp. Oui, absolument. C'est vraiment une bonne tête de baseball, Chris Bassitt. Pas une balle rapide et plus explosive, là, comme on voit à la mode dans le baseball d'aujourd'hui. Donc, a développé une excellente balle courbe, une courbe lente. S'est développé, comme je l'ai dit, une panoplie de lancers. Moi, là, je trouve que Bassitt, c'est un vrai lanceur. Comme dire, beaucoup de lancers, il a compris que lui, il veut désynchroniser le frappeur, veut le surprendre. C'est vraiment le fameux jeu d'échecs entre le lanceur et le frappeur. Il a compris des choses, puis je suis content qu'on lui ait donné la chance d'être partant éventuellement parce que je trouve que ça expose davantage ses qualités. Tu sais, comme releveur, t'es là une manche, 2 manches, puis à un moment donné, t'affrontes 6, 7 frappeurs. Et là, tu le vois là, sur le 2e tour et le 3e tour, il lance pas les gars de la même manière. Là. Du 1er au 3e tour, là, tu ne recevras pas les mêmes lancers au même moment ou dans le même compte. Fait que Bassitt est vraiment un gars qui a bien peaufiné son art, je trouve, au fil de sa carrière. Oui, donc notre profil cette semaine, Chris Bassitt. Marc, on va revenir dans la Ligue nationale avec les sections, c'est-à-dire la Ligue américaine centrale et ouest. Dans la centrale, j'étais un peu déçu, honnêtement, que les Tigers ne soient pas allés chercher plus d'attaques. Moi, c'est une équipe qui était pourtant pourvue. C'est un bon réseau de filiales. Je pense qu'on a 6 joueurs parmi les 100 premiers répertoriés. Pas une science exacte, comme tu l'as mentionné plus tôt dans le balado. Mais moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu tenter d'aller chercher quelque chose de plus à l'attaque. Ben, je pense qu'on ne s'obstinera pas, Alain, là-dessus. Ouais. Moi, je regardais dans le match de dimanche soir qu'on a fait. Bon, évidemment, c'est Sanchez qui lançait pour les Phillies, tu vas me dire que bon. Mais tu sais, Verling comme premier frappeur, ouais. Il manque un peu de punch. Il manque un peu de punch. Puis aussitôt que tu enlèves Carpenter, soit qu'il est blessé ou soit qu'il y a un gaucher, là, c'est, je trouve qu'il en manque pas mal. Là, il faut que tu exécutes, il faut que ton baseball de situation soit parfait. Sinon, tu manqueras pas beaucoup de points. Ouais. Bien d'accord. On a fait le plein au niveau des lanceurs. On était chercher un peu de profondeur, tout ça, mais j'aurais aimé un coup de bâton davantage, tu sais, qui peut supporter les Riley Green de ce monde. On ne l'a pas fait, il y a un risque. On a tellement une bonne avance, mais Alain, lorsqu'on parle d'une équipe pour gagner la division ou faire les séries, via une équipe qui veut aller loin en série, et là, la différence, je pense, du côté des Tigers. Je ne suis pas sûr qu'on s'est équipé pour aller très loin en série une fois qu'on a atteint, justement. Parce que là, on s'en va vers un championnat, là, à moins vraiment là, que la chaîne débarque solide. Oui. Écoute, on s'est équipé pour gagner match 2-1. Je pense que c'est un peu comme ça que, en tout cas, qu'on a vu les choses là, pour les Tigers en vue de cette année. L'autre équipe qui a bougé un peu, bon, Cleveland, Marc, c'est l'épée de Damoclès qui, par-dessus cette organisation-là, on a perdu 2 joueurs en raison d'allégations
d'implication dans les jeux d'autres joueurs. Même, il y a des rumeurs là-dessus. Donc, il n'y a pas grand monde qui voulait transiger avec Cleveland. Kansas City, c'est intéressant. Marc, j'ai l'impression qu'on s'est positionné pour l'année prochaine, moi. On a fait de belles acquisitions, particulièrement avec les Padres. Fermin, on est allé chercher des lanceurs. Kolek va être partant l'année prochaine. Puis là, je regarde, la rotation va ressembler à quoi? Reagans devrait revenir. Lugo est sous contrat. Bubic, finalement, s'est développé. Là, tu vas ajouter Kolek et Cameron, Marc, qui lance très bien cette année. Tu es en train de te former quelque chose. On est capable d'ajouter un petit peu d'attaque. Si, bon, on va se fier à Calianon pour nous aider. Il va falloir qu'il fasse contact un peu plus. Il y a un potentiel là. Mais Kansas City est peut-être à 1 ou 2 bâtons près d'être capable de compétitionner avec les meilleurs. En tout cas, moi, je pense que c'est pour l'année prochaine qu'on a. Même si déjà cette année, on a quelque chose de potable. Ben écoute, on joue 500 actuellement. On est 3 matchs et demi, mais quelques équipes à rattraper là, dans la Ligue américaine parmi les équipes repêchées. Mais on est encore dans le coup, certes. Mais effectivement, j'aime voir une équipe qui gère bien cette année, mais qui est capable de gérer pour ce qui s'en vient. Et c'est sûr que tout tourne autour de Bobby Witt Jr., évidemment, là. Mais ils ont déçu en début de saison. On frappait tout simplement pas, là. Aussitôt que Pasquantino n'a pas commencé comme on s'attendait, ça a été très, très difficile. On marquait pas beaucoup de points. Mais il reste assez de temps, Alain, pour faire quelque chose. Puis ton exemple tantôt des Tigers, regarde l'année passée, à la même date, les Tigers étaient loin, très loin d'être assurés de faire les séries, d'être proches de faire les séries. Alors, c'est peut-être un exemple où les Royals, qui ont d'ailleurs gagné leur série face aux Blue Jays de Toronto dans la dernière série, il y a peut-être des choses de fun, là, mais oui, ça a été une période de transaction qui nous permet de croire qu'on est allé chercher encore un paquet de bons jeunes qui va permettre à cette équipe-là de continuer à produire. Marc, rapidement, dans l'Ouest américain, on a déjà parlé de Seattle. Un des gros coups, ça a été le retour de Carlos Correa avec les Astros de Houston. Il y avait des rumeurs, je me rappelle quand, tu n'étais pas tout à fait certain que si c'était sérieux ou non. Paredes ne reviendra, en tout cas, s'il revient, ça va être très tard cette saison. Donc, on avait un besoin au 3e but. Et Correa s'en va jouer là. Ben, tu sais, on est en première place. Il faut agir comme une équipe de première place. Alors, tu perds un gars qui était dans le milieu de ton rôle offensif. J'imagine que Correa, qui avait une clause de non-échange, lui, c'est peut-être même lui qui a cogné à la porte là, de la direction, me dirait, écoute, moi, pas de problème, je retourne à Houston. Et ça s'est fait finalement. Et pour aller jouer au 3e, il y a le physique de l'emploi, il y a le bras pour le faire. D'ailleurs, il a déjà fait de quelques bons jeux avec les Astros au 3e. Le retour de Peña, il y a quelque chose là quand même. Là. Les Mariners vont avoir plein les bras là, pour tenter de rejoindre les Astros. Belle lutte là, qui se dessine entre ces deux équipes-là, entre autres. Oui, puis il y a un calendrier au cours des 10 prochains jours. Houston, je regardais ça, Marc, à l'étranger au cours de la prochaine semaine. On n'aurait pas dit ça il y a un mois, mais on s'en va jouer à Miami, qui a le vent dans le dos, et contre les Yankees à New York après, et par la suite contre les Red Sox de Boston. Les 3 prochaines séries, ce ne sera pas un cadeau pour Houston, dont l'avance a fondu là, face aux Mariners de Seattle. Bon, les Rangers du Texas, Marc, on a peut-être mis la main sur le partant de, je te dirais, le meilleur partant qui a changé de camp, Merrill Kelly, qui avait une très bonne saison en Arizona. S'il n'y en a pas plus qui ont changé de camp, Marc, c'est juste que le prix était prohibitif pour les lanceurs partants. Là, c'est pas compliqué. Il n'y a personne qui voulait payer le gros prix pour un Sandy Alcantara ou, nommez-les tous les partants, là, ou Keller avec Pittsburgh. On ne voulait pas payer ce prix-là. Écoute, Merrill Kelly, ça va aider les Rangers. Il va remplacer Kumar Rocker qui a déjà été dans les mineurs. Quant à l'attaque, Marc, encore une fois, comme plusieurs équipes, on se fie sur ce qu'on a déjà sur place. C'est-à-dire un retour en forme des Burger, des Peterson, etc. Oui, exact. Ben, tu sais, on les a mis sous contrat. Moi, je pensais jamais que marquer des points allait être un problème avec les Rangers, mais tout le monde est tombé à plat à un certain moment donné. On a l'équipe pour marquer davantage. Il faut juste passer le bâton au prochain, puis jouer du meilleur baseball, puis pas toujours se fier à la longue balle. Là. Je sais que c'est un classique, là, mais c'est ça quand même. Mais avec Bruce Bochy, on a quelque chose. On a quelque chose. On n'est pas loin. Là. On est à 2 matchs d'une place en série. On est à 3 matchs et demi 4 matchs et demi de la tête. Là. En tout cas, on n'est pas loin.
Il y a certainement le potentiel pour faire quelque chose à ce niveau-là. Je parlais tantôt qu'une lutte à 2, mais c'est vraiment une lutte à 3 dans cette division-là. Oui, oui. Bon, Marc, écoute, on va s'arrêter sur quelques transactions réalisées dans le passé, juste pour illustrer quand on donne des prospects, tu sais, les fameux prospects qu'on donne pour avoir des gars de premier plan. Chez les Expos, j'ai un très mauvais souvenir de Mark Langston, mais on n'ira pas si loin que ça. Alors qu'on avait donné 3 lanceurs. Puis, tu vois, moi, je me rappelle très bien de ma réaction. C'est Brian Holman, moi, que je disais que, bon, ça a été une erreur. Puis finalement, on sait tous que c'est Randy Johnson qui a été le gros joueur de cette époque-là. Marc, bon, il y a quelques transactions sur lesquelles toi, tu veux revenir. Moi, la première, je vais te parler de Josh Donaldson quand il est arrivé avec les Blue Jays de Toronto. On avait donné quand même plusieurs joueurs, dont Brett Lawrie, qui était notre joueur de 3e but et régulier. Donaldson était meilleur. Les autres joueurs qu'on avait donnés, Kendall Graveman, Sean Nolan, mais Marc, c'est Franklin Barreto. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais lui, on disait... Ce gars-là, faites bien attention, c'est le prospect qu'on voulait, puis finalement, ça n'a pas mené à grand-chose. Dans le cas de Brett Lawrie, Marc, ça allait plus loin que sa production. C'est un excellent gant, mais son attitude, Marc, ne faisait pas l'unanimité, ça c'est clair, avec les Blue Jays de Toronto. Donc, de ce côté-là, les Blue Jays ont trouvé leur compte avec Josh Donaldson. Comme quoi, c'est pas une science exacte, on va le répéter, d'évaluer des joueurs, des jeunes joueurs correctement. Regarde, si tu es capable de le faire, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis lorsque tu échanges un joueur établi, un jeune joueur établi, là, je parle pas un gars de 33 ans, là, mais tu sais, un jeune joueur qui a 27 ans, ça fait 2-3 ans, qui est établi, contre un prospect, faut que tu fasses attention parce que ce prospect-là, tu sais, je veux dire, il a tout à perdre. C'est pas facile d'arriver dans le baseball majeur et de s'ajuster. Donc, c'est pour ça qu'il y a des... Même si tu dis, c'est le prospect numéro 3 de l'organisation ou 2 de l'organisation, je veux dire, chaque équipe vit, des situations différentes. Il y a des équipes qui veulent gagner maintenant. On a parlé des Padres tantôt. Ben, les autres peuvent peut-être sacrifier parce qu'on veut gagner tantôt. Mais une équipe comme les Royals qu'on vient de jaser, qui veulent regarder avec l'avenir, ben, peut-être qu'on fera pas ce genre de transaction-là. Alors, c'est pour ça qu'il y a 30 organisations. On pense différemment probablement dans 30 organisations. On évalue de façon différente les joueurs. Puis à la fin de la journée, ben ça prend 3, 4, 5 ans avant d'évaluer qui a vraiment raison dans ce genre de transaction-là. C'est pour ça que c'est le fun de revenir un peu puis voir qui a fait quoi là. Puis des fois, tu sais que tu vas perdre à long terme. Puis l'exemple le plus récent, je pense, c'est Brandon Marsh. Les Phillies avaient cruellement besoin de quelqu'un au champ-centre. Avec les Angels, on avait un surplus. Puis là, regarde, Brandon Marsh est arrivé à Philadelphie, puis Logan O'Hoppe, là, regarde, notre collègue Alex l'adorait. Il savait qu'est-ce qu'on donnait là, quand on donnait Logan O'Hoppe. Puis tu regardes comment ça se fait qu'ils ont donné ce gars-là. Ben oui, mais tu le fais le calcul. Si ce gars-là me permet d'aller en série mondiale, c'est une bonne transaction. C'est tellement difficile de s'y rendre avec la compétition, Marc, que, écoute, si c'est ça que ça coûte, ben je vais le payer le prix. Ben oui, puis tu sais, le contexte, c'est que la fenêtre est maintenant, là. La fenêtre est maintenant, j'ai besoin d'un gars de même, c'est sûr que je donne beaucoup, mais oui, tu as raison de le mentionner. Là. Puis c'est important de, tu sais, même si dans mon cas, là, on parlait de Fernando Tatis, par exemple, qui est échangé pour James Shields, ben, on avait besoin de lanceurs du côté des White Sox. Probablement qu'on savait qu'on donnait un bon joueur, mais est-ce qu'on savait qu'il allait se développer de la sorte? Tu sais, peut-être pas, mais c'est sûr que le contexte est pour beaucoup là, dans ce genre de décision. Oui. Et le dernier exemple que je veux donner, Marc, c'est tout simplement que, De Vries, que San Diego a donné aux Aces pour avoir Mason Miller et JP Sears, la dernière fois qu'un prospect aussi haut classé a été échangé, c'est la transaction de Chris Sale, celle des White Sox de Chicago aux Red Sox de Boston. Et bon, il y avait 4 joueurs, mais on en retient 2 là, qui ont eu un impact. Michael Kopech et Yohan Moncada. Sale a permis aux Red Sox de gagner la Série mondiale. Puis regarde, du côté des White Sox, Moncada a fait partie d'une équipe qui a fait des séries 2 fois en 2020-2021. On ne reviendra pas sur pourquoi les White Sox n'ont pas été capables de soutenir ça. Très mauvaise décision des dirigeants et de la très, très haute direction, voire le propriétaire. Mais tu sais, ça n'a pas été de mauvaise transaction pour les 2 équipes dans ce cas-là. Et le pire, Moncada était, oui, gros prospect,
devant Raphaël Devers, qui était dans la même organisation à ce moment-là. Absolument. Oui, absolument. Moncada était le joueur qu'on attendait là, chez les Red Sox. Et effectivement, tu fais bien de le mentionner. Donc, mais ça a ouvert la porte à Devers, en raison, évidemment, que le Moncada était parti. Donc, c'est le fun de voir l'enchaînement de tout ça, là. Exactement. Avec le recul, tu dis, bon, cette transaction-là, c'est tel qu'on a acquis. Effectivement, il faut attendre quelques années, parfois, surtout dans le cas d'une transaction là, comme celle impliquant, dis-je, les Padres de San Diego. Mais Alain, par moi, tu sais, puis on terminera là-dessus si tu veux, là, mais Yordan Alvarez. Ouais, Josh Fields. Ouais. Tu sais, j'aurais aimé être dans le fameux War Room là, pour me dire, hey, OK, on le fait, là. Puis qu'est-ce qu'on a pour Josh Fields? Je sais pas. Ça là, tu sais, James Shields, à l'époque, avec Fernando Tatis, James Shields était un des bons lanceurs. C'est un gars qui lançait des manches puis qui était efficace. Mais Josh Fields contre Yordan Alvarez, là, en tout cas, les Dodgers, ils les ont pas tous gagnés, on va dire ça de même. Alvarez n'a pas joué un seul match dans l'organisation des Dodgers en passant. Il a signé avec les Dodgers et avant de jouer un seul match dans leur organisation, il est passé tout de suite aux Astros de Houston. Est-ce qu'on avait peur que ça devienne un autre Castillo? Houston Castillo? Tu sais, qui est dans autant de la renommée des Red Sox de Pawtucket présentement, mais regarde, tu sais, je veux dire, enfin, regarde, on pourra en jaser longuement, mais effectivement, Marc, ça être une mouche justement dans la salle où cette transaction-là a été effectuée cette journée-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé que c'était pas de mauvaise... En tout cas, j'ai hâte de voir le livre là-dessus, parce que tu sais que sur la transaction de Pedro Martinez, tout a été dit, hein, même... Fred Blair, qui a de long en large expliqué ce qu'il y avait dessous cette transaction-là. Peut-être qu'on pourrait revenir à un moment donné. Mais là aussi, Marc, il y avait plusieurs acteurs impliqués dans cette transaction-là, outre Delino de Shields et Pedro Martinez. Enfin. Mais voilà ce qui complète ce balado. J'espère que ça vous a plu. C'était une période de transaction qui a été très, très occupée. Et on s'en doutait parce qu'il ne s'était pas passé grand-chose, contrairement aux 2 années précédentes. Il ne s'était pas passé grand-chose plus tôt dans le mois et même au mois de juin. Donc, on se doutait que c'était pour bouger. Ce qui a peut-être surpris un peu, c'est le fait que, finalement, que les équipes ont refusé de baisser leur prix pour les lanceurs partants. De fait que les lanceurs partants de pointe qui n'auraient pas été disponibles, ils n'ont pas changé d'équipe. Est-ce que ça va changer l'année prochaine? Moi, j'ai l'impression que, Marc, on va peut-être se réajuster parce que là, il y a des équipes qui vont se retrouver à perdre des lanceurs pour pas grand-chose. Ceux qui deviennent joueurs autonomes. Donc, peut-être des ajustements qui seront apportés au sein de certaines équipes. L'horaire des matchs de la semaine en RDS, c'est une présentation de Lester. C'est le maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Que ce soit pour un match, un barbecue, un festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous. Ces 3 matchs cette semaine, les 3 présentés à RDS 2, les 3 à 19h. Donc, ce lundi, les Guardians de Cleveland contre les Mets à New York. Mercredi, on verra les Red Sox de Boston contre les Royals de Kansas City, les 2 équipes qui ont gagné leur série au cours du dernier week-end. Et dimanche, c'est une vieille rivalité de la Ligue nationale des Cubs de Chicago qui seront à Saint-Louis pour y affronter les Cards. J'espère que ce balado vous a plu. Il reste encore 2 gros mois de baseball avant le début des séries. On vous souhaite évidemment du bon baseball au cours de la prochaine semaine et notre prochain rendez-vous, ce sera ce lundi prochain pour un autre balado compte complet. Portez-vous bien tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les Capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.